Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun vent debout contre les accidents de circulation sur nos routes. Il propose une kyrielle de mesures à appliquer pour annihiler les hécatombes sur nos axes routiers. Parmi elles se trouve en bonne place l'utilisation du numérique comme solution. Dans l'actualité également ce soir, 6 candidats recalés pour la présidentielle de 2018 introduisent des requêtes au Conseil constitutionnel pour demander la réhabilitation de celle-ci. Parmi les recours déposés, un qui appelle à l'invalidation de la candidature de Paul Biya pour identité imprécise. Cependant, certains candidats et même des recalés continuent à appeler à une coalition de l'opposition. Les assurances d'Ahmad Ahmad quant à l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors que la mission de la Confédération africaine de football séjourne dans notre pays, le président de la CAF fait savoir que le Cameroun reste la destination privilégiée. Une sortie qui vient taire les rumeurs persistantes annonçant un retrait de la compétition au pays de Roger Mila. Et puis, le tandem hollandais est enfin dans notre pays. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, entraîneur principal et adjoint des Lions indomptables du Cameroun, sont arrivés ce jour à l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Au menu, discussion avec les autorités et signature de leur contrat. Retour sur les temps forts de leur arrivée à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Un mort et un camion-citerne totalement consumé. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu cet après-midi au lieu-dit Carrefour Bamongoum par Bafoussam. Le camion transportant du carburant a perdu ses freins et fait tonneau avant d'exploser. Le militaire conducteur est mort sur le coup. Walter Bertrand et Dimitri Kuatefoukwa. Un camion militaire citerne transportant du carburant fait tonneau et prend feu au carrefour Bamogoum ce jeudi 9 août à 12h30. Ayant perdu ses freins au sommet de la colline, une fois renversé, les roues arrière explosent, le feu sème la terreur dans le secteur. Sauvé miraculeusement des flammes par un chauffeur Tarsi, le conducteur du camion, le nommé Takumbi, décède malheureusement quelques heures plus tard à l'hôpital régional de Bafoussam des suites de ses blessures. Son camarade, un sergent, hors de danger. Le camion descendait au carrefour, en alu. Ce qui a attiré mon attention maintenant, c'est le klaxon. C'est là où je guette maintenant, je vois le camion en alu. Après maintenant, je vois seulement comment ça tape sur le premier dodan. La cabine se lève. Ça descend maintenant encore au sol. Au deuxième dodan, ça se lève maintenant, je vois plutôt le camion commencer à s'incliner. Après, ça glisse sur le goudron pour aller sur la nouvelle route qu'on est en train de créer là. Quand ça glissait maintenant, ça sortait les étincelles. Dès que ça arrivait devant maintenant, je vois ça prend feu. Maintenant, je regarde, je vois plutôt le feu qui est en train de suivre un truc, un peu comme le serpent rampe là. Donc le feu suivait les traces que le camion glissait pour aller. Ça venait vers ici. Je me tourne maintenant, je comprends comment quelqu'un est en train de crier « Sauvez-moi, sauvez-moi ». En que tant que ceux qui étaient là-bas étaient en train de s'enfuir. J'ai vu comme ça, le camion avait pris feu. Lui, il était sorti. Il était à côté du camion. Il était à bout de souffle. Il y avait le feu au-dessus là. Il était là, sauvez-moi, sauvez-moi. Est-ce qu'à un niveau, il était faible? Moi, comme il était loin de l'autre côté, les gens étaient plutôt en train de s'enfuir. Je suis allé maintenant là-bas, comme il avait la sécurité, les ranges militaires là. C'est là où je prends maintenant son pied, je tire. C'est ça, je suis là qui me brûle même sur la main comme ça là. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. L'impact des flammes visibles, les forces de maintien de l'ordre aussitôt ont créé une zone de sécurité à l'entrée du chantier de la nouvelle route en construction Carrefour-Tchan, Barbamogoum, Kwekon. Toujours sur la route, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun veut mettre un terme aux accidents de circulation dans notre pays. Il vient de faire des propositions de solutions au rang desquelles l'utilisation du numérique, ce numérique qui devrait, selon la corporation, permettre de traquer les chauffards qui sèment la mort au quotidien sur nos routes. Les hécatombes responsables de la mort de plus de 1500 personnes chaque année au Cameroun ne cessent de croître malgré les nombreux appels à la prudence lancés par les autorités. Excès de vitesse, mauvais dépassement, stationnement
stationnement abusif est même interdit et bien d'autres sont parfois à l'origine de ces nombreux accidents enregistrés sur nos routes. Junior Ossin et Stéphane Bina pour les détails. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Tout comme la corruption, qui est une véritable menace à la sécurité de nombreux usagers sur nos axes routiers. Nos centres de visite technique aujourd'hui, pour nous, c'est un passoire où en fait on vient, on donne de l'argent et subitement le camion ou le bus, comme vous le dites, se retrouve sur nos différentes routes. 116 Camerounais avaient perdu la vie sur la route au seul mois d'août 2017. L'état des routes et l'irresponsabilité des conducteurs et autres usagers de la route sont très souvent pointés du doigt. Nos routes à la date d'aujourd'hui sont vraiment dépassées de par le volume du trafic. Nous les transporteurs, quand nous allons mettre n'est-ce pas, un outil sur la route qui ne répond pas, nous avons vu le cas du pneu sur le bus garanti. On se pose la question de savoir si le transporteur a pris conscience de ce qu'il transportait avec lui des vies humaines. Face aux nombreux accidents et aux sanctions infligées par le ministère des Transports aux agences véreuses et à leurs chauffards, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun préconise plusieurs solutions, parmi lesquelles l'usage du numérique. Beaucoup de mes camions disposent de ces caméras parce que toutefois que le chauffeur s'est mal comporté, il suffit tout simplement de visionner cette caméra et on comprendra que le chauffeur s'est vraiment mal comporté. Et cette caméra qui en fait nous permet, au cas où il arrivait un incident, autant pour moi, qu'on fasse les analyses et qu'on prenne effectivement qui était responsable ou bien encore qui est fautif. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Vers la fin des abus judiciaires au Cameroun, la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive vient d'entrer en fonction. Leur prise de pouvoir sonne comme la fin de l'impunité des dispositions contenues dans le nouveau code de procédure pénale. Il est aussi question de limiter les cas de privation de liberté et offrir la disponibilité ou alors la possibilité aux victimes d'abus d'obtenir réparation à travers cette commission. Monique Naosi-Fosso et Thierry Nana nous en disent plus. Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement, devenue irrévocable, obtenir une indemnité si cette personne établit qu'elle a subi du fait de sa détention un préjudice actuel d'une gravité particulière. Article 236, alinéa 1 du Code de procédure pénale. L'installation des membres de la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et détention provisoire abusive laisse présager la fin de l'impunité. Lorsqu'une décision est devenue totalement définitive, c'est-à-dire, et ou bien il y a eu un non-lieu, la personne peut avoir perdu son emploi. La personne peut avoir perdu une chance, par exemple. C'était un élève qui devait aller à l'école, qui devait composer, un étudiant, etc., qui a perdu une chance. C'était un chercheur d'emploi qui était appelé à aller se présenter devant, faire un entretien, faire une interview. Donc il y a beaucoup de situations qui peuvent survenir. La personne victime d'abus peut saisir la commission d'indemnisation. Si cette commission donne raison au plaignant, c'est à l'État de payer le montant de l'indemnisation retenue, quitte à ce que l'État dispose à une action récursoire contre son agent fautif. Lorsque l'État aura payé des centaines ou des millions à la personne qui a subi ces violences, si cela a été établi que c'est du fait d'une personne déterminée, c'est-à-dire d'un agent de l'État, que ce soit l'office de police judiciaire ou le magistrat, celui-ci sera tenu de payer, donc de rembourser à l'État cette somme que l'État aura payée du fait de comportement fautif de l'agent dont il s'agit. Le principe, c'est la liberté. Et ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'on peut procéder à une garde à vue. Exemple, en cas de flagrant délit ou de crime. Cette commission a du pain sur la planche au vu de différentes violations de liberté commises dans le triangle national.
Selon l'expert en droit, cette commission d'indemnisation à travers sa jurisprudence donnera un contenu réel au cas de violation, pouvant aboutir à des indemnisations telles que prévues à l'article 236, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Étant des candidats recalés par Elections Cameroun à la présidentielle du 7 octobre prochain, appelle de tous ses voeux à une unité de l'opposition avant le scrutin. Pour lui, seule une coalition pourra faire le poids face aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le leader du mouvement Les Drummers, face à la presse cet après-midi à Douala, est revenu sur les raisons qui ont conduit au rejet de sa candidature. Les détails avec Robert Charlitok et Henri Tinda. Après le rejet de sa candidature pour l'élection présidentielle 2018, le candidat Etondé du mouvement des Drummers dévoile les raisons de son éviction de la liste. On reproche au candidat Etondé de n'avoir pas présenté un certificat d'imposition. On reproche au candidat Etondé de n'avoir pas authentifié toutes les signatures apportées. On reproche au candidat Etondé de n'avoir pas déposé la quittance de son versement des 30 millions. Voilà les raisons que Elections Cameroun a données pour ma disqualification. Le candidat leader du mouvement de Drummers entend respecter la décision de la Cour constitutionnelle, bien qu'une possibilité de contestation est existante. L'ex-candidat à la présidentielle milite pour une cohésion consensuelle des partis politiques de l'opposition afin de faire bouger les lignes pour un Cameroun où la liberté, l'égalité et surtout la fraternité sont existants. Les jeunes ont été appelés à être des leaders et non des suiveurs. Pour l'avenir, Etondé entend entreprendre toutes les démarches pour faire du mouvement des Drummers un parti politique. La communication des candidats lors des rendez-vous électoraux est un facteur clé dans leur ambition de mobiliser l'électorat. L'élection présidentielle du 7 octobre prochain arrive avec son lot de stratégies déployées par les équipes spécialisées des états-majors dans un environnement où l'offre en support n'avait jamais été aussi variée et surtout pilotée par des journalistes. Patrick Christian Dobo recense pour nous ce soir quelques cas de déploiement menés de main de maître par des confrères actifs ou alors en retrait. En attendant la campagne électorale proprement dite, le déploiement des candidats à l'élection présidentielle est déjà effectif par le biais de nombreuses stratégies qui s'appuient sur une variété de canaux de communication. À coup sûr, les réseaux sociaux s'imposent comme la vedette de tous les supports de communication avant cette échéance électorale. Entre l'inattendu tweet du 13 juillet dernier annonçant la candidature du président sortant, la présence appuyée des équipes du MRC et du SDF sur la toile, ou la révolution par l'approche des candidats portés par le mouvement Now et le mouvement 11 millions d'électeurs, les stratégies sont aussi séduisantes qu'innovantes. L'autre constat qui se dégage dans cette déferlante des candidats vers l'option numérique est la présence au premier plan, dans quelques QG et équipes de communication, de certains confrères bien connus dans l'espace médiatique. Les cas de Paul Mayel du mouvement Now, porte-parole du candidat Keremouna, Clarence Yongo avec le PURS de Serge Espoir Matomba, Ama Okol du mouvement 11 millions d'électeurs qui accompagne Cabral Libi, Henry Kedjan, troisième secrétaire national à la communication du SDF, ou alors Michael Foncha du MCNC du révérend Franklin Difford, sont quelques exemples de cette montée en puissance des journalistes aux faits d'armes reconnus dans les stratégies actuelles de certains états-majors. Loin d'être anodine, cette présence sonne comme une réponse structurelle des candidats de l'opposition face à la machine de communication bien établie du parti au pouvoir. Bien plus, il s'y dégage une forte coloration juvénile qui consacre également l'interaction et un contact direct via les réseaux sociaux avec un électorat majoritairement jeune, pour la plupart présent dans ces espaces et qui ne demande qu'à être convaincu. En attendant de voir l'impact de cette adaptation numérique mise en scène par la présence salutaire des journalistes au cœur des stratégies de communication des candidats, on peut déjà convenir de ce que le scrutin du 7 octobre prochain va incontestablement changer le paradigme de la communication politico-médiatique dans notre pays. De quoi peindre également
Un tableau de l'environnement politique national où certains acteurs prennent définitivement la mesure de l'incontournable rôle du journaliste, alors que d'autres, malheureusement, au regard de l'actualité récente, continuent de chiffonner l'importance de ce corps de métier dans leurs aspirations à gouverner le Cameroun. Et on reste dans l'actualité liée à la présidentielle de 2018 pour parler de ces 8 recours qui ont été introduits au Conseil constitutionnel. Et c'est avec vous, Alain Ghislain Kanga Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, 6 candidats recalés par Eleka, mais une personnalité qui n'a pu déposer un dossier à la commission électorale ont soumis au total 6 requêtes au Conseil constitutionnel pour la réhabilitation de candidatures, une de réception hors délai et une pour invalidation de la candidature de Paul Biya pour identité imprécise. Les précisions avec Samuel Bonis et Rodrigue Tanguay. 8 recours introduits au Conseil constitutionnel jusqu'à 17 h ce mardi, date limite de réception des requêtes liées aux candidatures à la présidentielle du 7 octobre prochain. On peut les classer en plusieurs types. Le premier, constitué du seul cas d'Olivier Billet, candidat en 2011 déjà, mais recalé par Elecam cette année. Le recourant invite le Conseil constitutionnel à lui permettre de produire enfin la quittance de versement de 30 millions qu'il n'a pu verser avant la date du 19 juillet dernier. Un autre profil de requérant, celui de Vincent Sosten Fouda, éternel recalé par Elecam, et qui en sus, cette fois-ci, du défaut de cautionnement, n'a pu réunir 300 signatures pour parrainer sa candidature, son parti n'ayant dans ses rangs aucun élu. Il y retrouve Geneviève Zéavené, qui se présente comme la candidate de Dieu, mais aussi le révérend Garba Robert, ou encore Koum Ave Imis, de Bias Party. Leur requête affichée sur le babillard du hall d'entrée du cabinet du président du Conseil constitutionnel laisse pour l'ensemble voir qu'ils appellent à la magnanimité des 11 sages, car ils confessent eux-mêmes n'avoir pu déposer de dossier complet. Parmi eux, Léopold Steve Djounou, qui a introduit à lui seul 2 requêtes, dont l'une des plus cocasses, aux fins d'invalidation de la candidature de Paul Biya, dont le véritable nom serait Biya Bimvondo, Paul Barthélemy. L'autre type de recours est celui qui demande au Conseil d'enjoindre Elecam à recevoir un dossier hors délai. C'est celui de Sa Majesté Aboubakar Kamaldine, qui affirme que son dossier de candidature a été bloqué exprès à la préfecture du Vouri. En gros, ces recours permettent de savoir que le dénominateur commun des motifs de rejet par Elecam fut le défaut de 30 millions de caution, le défaut de signature pour les parrainages, excepté Olivier Billet de l'UFP, dont le parti a le droit d'investir un candidat à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a 15 jours pour vider ce contentieux. À ce moment-là, on parlera de candidature définitive pour la course du 7 octobre prochain. Un nouveau soldat dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Célestin Diamène a rallié le parti de Maurice Kamto en course pour la présidentielle d'octobre prochain. Le transfuge du Social Democratic Front, le SDF, a fait l'annonce ce jour à Yaoundé lors d'une conférence de presse. Pour lui, le MRC est le meilleur équipage pour accéder à Etoudi. Plus de précisions avec Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Célestin Diamène, accueilli par ses nouveaux camarades. Après avoir annoncé son départ par voie médiatique, l'ancien haut cadre du Social Democratic Front rejoint officiellement les rangs du MRC ce 9 août. Aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre le MRC pour aller jusqu'au bout. Il est désormais convaincu d'arriver à destination à travers le bateau du capitaine Maurice Kamto. Le meilleur bateau pour entraîner à la fois l'équipage et les passagers à Etoudi, c'est-à-dire conquérir le pouvoir, c'est bien le MRC avec son président national. Un bateau beaucoup plus rassurant que l'ancien qui, selon lui, avait coulé en pleine mer. Le bateau que j'ai quitté, pour moi, c'est un peu comme un navire dont l'équipage a oublié les objectifs.
Sur les raisons de sa démission du SDF, le fils de Baganté dans l'Ouest Cameroun évoque le manque d'harmonie. Les valeurs auxquelles je croyais ne sont plus les mêmes aujourd'hui dans mon ancienne formation. Et paradoxalement, le MRC nous parle, nous donne l'opportunité enfin de pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire depuis 36 ans. La période de démission de l'auteur de l'ouvrage « Le changement, c'est maintenant » n'est pas le fait du hasard. Je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Son ancien parti attend de recevoir sa lettre de démission formelle, conformément aux prescriptions statutaires. C'est l'une des informations du communiqué signé hier mercredi par Jean-Robert Wafo. Le ministre de l'Information et des Médias du shadow cabinet du SDF souhaite bonne chance à son ancien camarade qui ne manquera à personne. Le Front populaire pour le développement s'active également pour accéder à la présidence. L'équipe de campagne d'Akere Mouna a présenté ce qu'elle appelle l'architecture politique de leur champion. Ce programme de société fera de lui le futur président de la République du Cameroun. C'était lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Les détails avec Laetitia de Bilang et André Marindia. Une jeunesse en liesse qui brandit très haut l'image de leur candidat Akere Mouna. Le bâtonnier figure parmi les 9 candidats retenus par le Conseil électoral d'élections Cameroun pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Voilà qui amène son équipe de campagne à se réunir ce 8 août 2018 ici à Yaoundé pour rendre effectif leur programme politique qui permettra à leurs candidats de s'approprier le fauteuil présidentiel. Avec l'admission à compétir de notre candidat, l'heure est au rassemblement de troupes. Il faut resserrer les rangs et aller à la conquête de tous nos territoires dans l'engagement pour la nouvelle République, parce que c'est au peuple qu'appartient le véritable pouvoir. L'heure étant à la révolution, les porte-paroles du Front populaire pour le développement, parti politique d'Akere Mouna, ont également rappelé au cours de cette conférence de presse les différentes étapes qui aboutiront à la livraison du programme politique du candidat. Un processus participatif qui combine consultation populaire et travaux de recherche des experts. La grande plateforme est bel et bien présente dans les 360 communes, disons, d'arrondissement du pays. Nous allons tout simplement développer une fois de plus les grandes stratégies, disons, de campagne électorale que nous connaissons. La sécurité, la vérité et la transparence sont les éléments centraux de la vision du FPD qui entend être présent dans tous les bureaux de vote du pays. Parlons de toute autre chose. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale du peuple autochtone. Au Cameroun, les autochtones sont confrontés à de nombreuses difficultés et le gouvernement multiplie les stratégies à travers des programmes pour améliorer leurs conditions de vie. Quel est leur mode de vie? Élément de réponse avec Karel Mezatatuya et Luc Vando. Voici à quoi ressemble la vie au sein des communautés Himbororo. Ces éleveurs nomades, qu'on retrouve majoritairement dans les parties septentrionales et méridionales du Cameroun, sont en quête permanente d'espace pour le pâturage de leur bétail. Mais à cause des changements climatiques et de l'insécurité, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui ont le bétail en brousse, ils ne peuvent pas aller là-bas à cause du problème de l'insécurité. Un autre problème que nous avons, c'est le problème des actes de naissance pour les enfants de Mbororo. Ce sont pratiquement les mêmes difficultés que rencontrent les autres peuples autochtones, notamment les Baka, les Bakola ou Bageli et les Badzeng. Dans la forêt, nous étions bien, mais à partir du moment où on nous avait enlevé de la forêt pour venir habiter en bordure de la route, donc maintenant on rencontre beaucoup de difficultés. À chaque moment où on a les petits conflits avec eux, donc on nous cherche. Fort de ce constat, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont mis en œuvre des programmes pour protéger leurs droits et faciliter leur intégration dans la société. Ce qui a comme programme et projet financé aussi bien par le budget de l'État que par les ressources qui nous viennent des partenaires techniques et financiers peut se chiffrer en termes de milliards. Sur les 5 dernières années, on est à plus de 2 milliards d'investissements concernant uniquement les peuples autochtones.
Le problème qui se pose actuellement est celui de savoir s'il y a une efficacité dans ces actions. Le sujet était au centre de la 5e session du comité interministériel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones tenue ce 2 août à Yaoundé. Réflexion qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée internationale à eux consacrée, rendue à sa 11e édition au Cameroun. Un accent particulier est mis sur leur participation à la vie politique. La participation des populations autochtones à la vie politique constitue à la fois une exigence démocratique, une affirmation de la citoyenneté et une arme de choix dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard de cette communauté. Des citoyens qui seront célébrés le 9 août prochain à Niambakar, dans le département de l'Ambina, région de l'Adamawa. Et pour sortir les autochtones de ces misères, un collectif constitué d'une trentaine d'auteurs nationaux et internationaux a émis des propositions dans un ouvrage intitulé « Droit et politique de l'environnement au Cameroun ». Ce livre a été dédicacé ce jour à Yaoundé en présence de nos reporters Karen Muzatachouya et Lung Fandan. Des jeunes à pied d'œuvre pour présenter les résultats de la cartographie des risques et de vulnérabilité liés au VIH-Sida et à la drogue en milieu scolaire. Des pères éducateurs, membres des clubs santé des établissements qui ont étudié leur propre milieu où la drogue et le sexe se côtoient. Objectif: que les élèves ne soient plus vulnérables, c'est-à-dire qu'on détruise ces lieux pour que l'élève ne soit plus exposé à la consommation de la drogue et à la contagion du VIH-Sida. Le tabagisme, l'alcoolisme et le cannabisme sont devenus des religions très prisées par les jeunes. Plus de 12 000 âgés entre 12 et 15 ans consomment quotidiennement ou occasionnellement ces stupéfiants au Cameroun et s'exposent au VIH-Sida et autres MST. Il n'est point utile de les stigmatiser, leur accompagnement s'impose. Il s'agit des victimes de la société dont il faut prendre en charge. Et le gouvernement, en mettant en place tous ces dispositifs, je vais parler du Comité national de lutte contre la drogue. Je vais ensuite parler du comité interministériel sur la culture du cannabis pour dire que la volonté du gouvernement est manifeste et elle est perceptible à travers tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces fléaux. Le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, BCBA, encourage les jeunes ce jeudi au lycée général Leclerc de Yaoundé. L'UNICEF, qui travaille en partenariat avec le basketteur Joël Mbib, représenté par son père, a mis sur pied une technique de communication, le U-Report. La finalité, c'est de pouvoir donner à tous les adolescents et les jeunes du Cameroun, et nous espérons qu'il va y avoir encore plus de U-Report, un accès à une information appropriée, fiable, afin qu'ils puissent adopter des comportements sécures ou bien ne pas adopter des comportements à risque. Plus de 216 000 jeunes sont présents sur cette plateforme. Des séances de dépistage gratuit du VIH sont offertes à l'occasion, le tout couronné par un match de gala en basket en l'honneur de Joël Mbib qui, bien qu'absent, est un modèle pour la jeunesse camerounaise. Vous l'avez compris, c'était plutôt un élément qui parlait de la lutte contre les drogues et les maladies sexuellement transmissibles. Et ces jeunes, premières victimes, sont montés au créneau en dévoilant les pistes de contamination. L'autre élément annoncé, vous le verrez dans nos prochaines éditions. Et parlons de sport, ils ont enfin foulé pour la toute première fois le sol camerounais. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont débarqué ce jour par l'aéroport international de Simbalen. L'arrivée des nouveaux patrons du banc de touche des Lions Indomptables, vécu par notre reporter d'image, Francis Kepton. Grande mobilisation ce 9 août à l'aéroport international de Simbalen de Yaoundé. La presse et les responsables en charge du sport scrutent les airs pour voir enfin arriver l'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. Après quelques heures d'attente, l'avion se pose sur le tarmac. Patrick Kluivert est là. L'ancien joueur de Lille est aux côtés de Clarence Seedorf, entraîneur principal, arrivé un peu plus tôt. L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain en France lance quelques mots en français. Je suis très fier d'être ici. Merci beaucoup. Merci. Le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, entouré du tandem hollandais, vont s'entretenir avec ces derniers pendant quelques instants.
Ces anciennes stars du football mondial au palmarès remarquable vont diriger pour la première fois une sélection nationale. Le premier défi de ce nouvel encadrement technique sera de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se jouera en terre camerounaise. Et dans le cadre des éliminatoires de cette compétition, le Cameroun affronte le 7 septembre prochain la sélection nationale des Comores. Clarence Seedorf va dévoiler sa première liste des 23 lions à la fin de ce mois. Et la suite de ce journal du côté de Douala avec vous, Michael Tipko. Bonsoir. Bonsoir Alain, et la suite c'est toujours en sport. À moins d'un an de la Coupe d'Afrique des Nations de football et alors que les experts de la Confédération africaine de football sont au Cameroun pour la 3e mission d'inspection, le président de la CAF rassure le pays de Roger Milla et met un terme aux rumeurs folles d'un éventuel plan B. Le malgache Ahmad Ahmad s'est exprimé ce jeudi à Malabo à marge du tournoi de qualification à la CAN des moins de 17 ans, une déclaration aux allures de bouffée d'air et sous l'objectif de la caméra de notre envoyé spécial, André Miraboumar. Arrivé à l'aéroport de Malabo sous une fine pluie, le président de la Confédération africaine de football a directement douché toutes les rumeurs d'un éventuel retrait de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour Ahmad, le pays des lions indomptables reste la seule option de la CAF. Jusqu'à preuve du contraire, je peux vous dire, la Coupe d'Afrique des Nations est au Cameroun. Les gens parlent ce qu'ils veulent, mais pour nous, c'est ça. Et il n'y a pas de plan B jusqu'à maintenant. Je sais ce que vous voulez demander, il n'y en a pas. Donc, La 3e mission d'inspection en cours au Cameroun sera suivie du comité exécutif de la CAF le mois prochain. Le malgache estime qu'il est très tôt pour être péremptoire. Après les visites d'inspection opérées par l'audit privé, et la commission va aller au Cameroun prochainement, la commission d'organisation de la CAN, présidée par un des vice-présidents aussi, le président de la fédération de Nigeria. Ils vont se réunir là-bas et nous ramener toutes les informations, tout l'état de la situation de préparation. Le Cameroun a donc 10 mois pour relever le défi et héberger l'Afrique du football en juin prochain. Mais, comme je vous ai dit, ça ne dépend pas de nous. Il n'y a que le Cameroun seul, comme vous avez vu, comment Poutine a demandé la Coupe du Monde et comment il a organisé la Coupe du Monde. C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui peuvent nous dire ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas à la CAF de le dire. C'est comme ça qu'on doit réorganiser le football africain si nous voulons aller très loin. Ahmad, aux côtés de son dauphin Constant Omari et du président Edouard Gaïssona, vont chapeauter l'Assemblée générale de l'UNIFAC ce samedi à Malabo. Voilà qui est donc clair pour tous. C'est toujours en sport à 21h15, votre magazine Elite Football Club qui revient sur la fin du championnat national de Ligue 1 au Cameroun avec le sacre de Coton Sport de Garoua. C'est une présentation de Patricia Kei. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Retrouvez demain Adjama Iramou pour les éditions du week-end. J'aurai le plaisir d'être les vôtres lundi lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.